Sophie Wertz, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure associée de droit public à l'Université de Lausanne. Merci infiniment de venir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler régulation, droit numérique, Union européenne et aussi intelligence artificielle. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour votre invitation. Donc, je suis professeure de droit public à l'Université de Lausanne, comme vous l'avez indiqué. J'ai été engagée par l'université en 2017. J'ai une formation de juriste, donc j'ai fait mon parcours de juriste de 5 ans, plus mon doctorat en droit. Et j'ai également une formation en éthique économique et sociale. J'ai fait mes études en Belgique, je suis de nationalité belge, et tout en finalement faisant ce parcours académique, j'ai également été avocate au barreau de Bruxelles pendant 7 années et experte pour le gouvernement fédéral dans le cadre de la réforme de l'administration publique, ce qui m'a amenée finalement à arriver à Lausanne dans l'Institut de hautes études en administration publique, et donc un département au sein de la faculté de droit, sciences criminelles et administration publique de l'Université de Lausanne. Alors justement, vous avez plutôt un background en droit public. Qu'est-ce qui vous a finalement attiré vers les enjeux juridiques qui sont plutôt liés aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle? Alors, en fait, il n'y a pas eu un intérêt pour moi pour la technologie en tant que telle. Ça, voilà, je viens plutôt d'une formation qui a mis l'accent sur l'importance de la démocratie, des droits humains, la notion d'état de droit. Donc une approche plutôt classique de droit public, et également un intérêt finalement pour aussi les enjeux économiques que représente finalement la réglementation des entreprises pour l'État. Donc mon intérêt pour la technologie est un intérêt que je qualifierais plutôt de récent. Enfin, finalement, je le situe à partir vraiment de 2018, en tout cas mon engagement académique sur cette thématique-là. Avant ça, j'ai tout de même été finalement liée à la question de la numérisation, parce que quand j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral en Belgique, j'étais membre en fait du service qui s'occupait du déploiement des nouvelles technologies dans le cadre du gouvernement à partir de 2002. Et à ce moment-là, en fait, la préoccupation, c'était la mise en place de la carte d'identité électronique. Mais à part, on va dire, cette expérience-là qui était limitée à ces quelques années d'expertise au sein du gouvernement fédéral, je ne me suis plus occupée de technologie. Et puis en arrivant à l'Université de Lausanne, j'ai eu la chance en fait d'entamer ma carrière à Lausanne en même temps qu'un de mes collègues, le professeur Tobias Mettler, qui lui travaille sur la question des systèmes d'information. Et puis en fait, c'est vraiment la rencontre entre nous, les discussions qui ont fait qu'en fait on s'est dit mais il y a finalement un terrain là vraiment intéressant à croiser avec nos perspectives différentes, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la question de la technologie, et d'abord sur la question des données publiques. On avait un projet avec le Brésil, finalement qu'on n'a pas pu obtenir, mais c'est en fait le début de cette histoire-là, donc, et ça c'est, je pense, mars 2018. Peut-être quelques mots sur les données publiques. Qu'est-ce que ça signifie et à quoi servent ces données? Oui. Alors les données publiques, en fait, je pense que pour comprendre la notion, il faut revenir sur la notion de données d'abord. La notion de données, aujourd'hui, le grand public, généralement, on entend parler à travers l'importance de la protection des données personnelles, c'est-à-dire toutes les données qui vous permettent de nous identifier. Mais il existe des tas d'autres données qui existent aujourd'hui dans le domaine du numérique, des données d'entreprise qui ne sont pas des données publiques et qui sont protégées par le secret d'affaires. Ça peut être des données aussi qui sont protégées par les droits d'auteur. Et puis, on a également ce qu'on appelle les données publiques, c'est-à-dire toutes ces données qui ne sont pas soumises à un régime
de protection et donc on va dire de fermeture de l'accès à la donnée, comme les données personnelles ou les données d'entreprise qui sont protégées par le secret d'affaires et qui sont en fait donc des données qui sont en libre accès. Et l'État dispose en fait d'énormément de données qu'il produit lui-même directement. Donc ça peut être par exemple toutes les données qu'il va produire sur tout le phénomène de la cartographie, par exemple, des services de l'État, mais même de son espace, voilà, donc toutes les données liées finalement à notre environnement spatial. Ça peut être aussi les données liées au climat. Ça peut être aussi des données qui ont été finalement récoltées puis anonymisées, donc traitées par l'État, qui peut à un moment donné rendre accessible. En fait, finalement, toutes ces données qu'on va retrouver aussi sur l'Office fédéral des statistiques, qui en fait est aujourd'hui l'autorité qui met à disposition toutes ces données. Et ces données publiques sont assez intéressantes parce qu'elles permettent à la fois d'améliorer les politiques publiques, c'est-à-dire qu'elles permettent finalement aux services de l'État de se documenter sur finalement les besoins qui sont présents dans la société ou les usages, et elles peuvent aussi être utilisées par les entreprises pour développer de nouveaux produits. Les entreprises peuvent avoir accès à ces données. Tout à fait. Et les exploiter. Oui. Je sais que vous avez aussi mené des travaux de recherche sur la santé et le bien-être au travail, et surtout sur l'impact des technologies numériques dans ce secteur. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, alors ça c'est un projet en fait qu'on est en train de terminer, qui a été financé dans le cadre du programme national de recherche numéro 77, donc qui est un programme financé par le Fonds national suisse. Le programme national de recherche 77 était dédié à la transformation numérique, et dans le cadre de ce projet, nous avons nous sommes un groupe de chercheuses et de chercheurs, en l'occurrence Christine Clavier à l'Université de Genève, Tobias Mettler, qui est à l'Université de Lausanne avec moi, et moi-même, nous avons proposé ce projet de recherche sur le déploiement en fait, et l'utilisation de ce qu'on appelle les objets connectés à des fins de santé au travail. Alors c'est une question qu'on aborde sous 3 angles, à la fois éthique, juridique et organisationnel. Je suis en charge du paquet juridique, et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a un peu comme dans tous les domaines, cette idée on va sur le numérique, hein, partout. Et finalement, pourquoi pas aller sur le numérique aussi pour la protection et la promotion de la santé au travail. Alors, ce qui nous a intéressé, ce n'est pas tant finalement les exosquelettes, par exemple, qui sont utilisés dans certaines entreprises pour soulager les travailleurs qui doivent porter des charges très lourdes. On peut trouver également des utilisations, par exemple, avec des vestes qui vont détecter le feu, la chaleur, le rythme cardiaque, par exemple, le cas pour les sapeurs-pompiers. Ce qui nous a intéressé, c'est plutôt ces outils qui finalement étaient déjà dans notre quotidien. On pense par exemple aux montres connectées qui peuvent monitorer nos battements de cœur, nos pas, l'activité physique que l'on a faite, ou alors à des outils en fait peut-être un peu plus originaux, mais qui peuvent par exemple détecter si on reste trop longtemps assis. Donc ça peut être par exemple une chaise connectée qui va vibrer ou émettre un son parce qu'en fait il serait temps de bouger parce que vous êtes trop longtemps assis et c'est pas bon pour votre colonne vertébrale. Donc c'est ce type d'outil-là qui nous a intéressés, et c'était de voir finalement d'un point de vue juridique est-ce qu'il y a des règles qui encadrent cette utilisation. Parce qu'il y a un élément de base qu'il faut rappeler, c'est que le travailleur a un droit à la santé au travail. C'est un droit individuel. Et si le travailleur a ce droit-là, c'est que de l'autre côté, c'est l'autre face de la médaille, eh bien l'employeur, lui, a une obligation de mettre en place quelque chose. Alors finalement, quand on a mis en place cette idée de santé au travail, avec finalement des interventions de la part des employeurs, on n'était pas encore dans l'idée d'avoir évidemment des outils numériques. On n'y pensait pas. Cela étant, ce qu'on a quand même prévu, c'est que, en tout cas si on regarde le droit suisse, c'est qu'on peut effectivement déployer des systèmes qui vont pouvoir finalement surveiller l'espace de travail
Donc la qualité de l'air, la température, toutes ces choses-là vont pouvoir être mesurées. Par contre, ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est le comportement du travailleur lui-même. C'est pour ça que, par exemple, si vous déployez une caméra dans un espace de travail, cette caméra ne peut pas être orientée sur le travailleur qui travaille dans toute sa journée de travail. Alors, il y a tout de même dans le droit suisse des exceptions qui sont possibles. Si par exemple on peut montrer qu'en fait il y a un besoin de surveillance pour justement protéger la santé du travailleur, donc on peut imaginer par exemple des personnes qui font du transport d'objets précieux ou les transports de fonds. Alors, c'est de moins en moins le cas avec la numérisation de tous les moyens de paiement, mais voilà, il y avait des situations effectivement où pour protéger certains métiers, ou en tout cas les personnes qui exercent certains métiers, il y a un besoin de surveillance. Ou si par exemple pour des questions d'organisation même du fonctionnement d'une entreprise. Donc c'est le cas par exemple des systèmes de suivi, finalement de traquage des déplacements, par exemple d'un taxi ou d'un livreur, pour savoir finalement quelle est la route la plus utile ou la plus efficace pour avoir le temps de transport le plus court possible. Mais en fait, en dehors de ces cas tout à fait précis, on reste face à une interdiction. Or, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt aujourd'hui dans des usages qui se sont généralisés et souvent, finalement, en absence de compréhension de ce que signifie le déploiement de ce type de technologie pour les travailleurs, pour notamment la protection de leurs données personnelles. Le télétravail, c'est aussi une mouvance. Comment ça a impacté le... Oui, bien sûr. Alors, le télétravail, spécialement avec l'épisode de Covid qu'on a connu, on a vu une explosion du déploiement des outils numériques au travail, que ce soit effectivement, tout le monde a été doté d'ordinateurs portables, de casques pour pouvoir reprendre les appels téléphoniques plus facilement, etc. Et évidemment, une des caractéristiques dans la relation de travail, c'est que, en tout cas dans la conception classique qu'on a eue, c'est que le travailleur, il exécute une tâche qui lui est demandée, il perçoit un salaire pour ça, et que l'employeur, lui, est en attente, donc de l'autre côté de l'obligation, de la réalisation du travail, et il peut, à ce titre-là, exercer une surveillance sur l'individu. Alors cette surveillance, généralement, c'était de vérifier que vous arrivez bien au travail à telle heure et que vous partiez à telle heure. Mais dès l'instant où vous êtes finalement en train de travailler chez vous, finalement ce contrôle, cette surveillance directe n'est plus possible. Alors du coup, en fait, il y a deux options. Soit on est dans une relation de travail où on va finalement mettre davantage l'accent sur la question de la confiance. Alors généralement, ça s'est traduit par plutôt un management qui va être orienté sur des objectifs. Donc en fait, qu'importe si le travailleur travaille de 3 heures de l'après-midi à 21 heures, mais pour autant qu'il atteint l'objectif qui lui a été demandé, en fait, ça nous est un peu égal la façon dont il le fait, ou peut-être qu'il est beaucoup plus rapide dans sa tâche, dans l'exécution de son travail, donc voilà, tant mieux pour lui. Ou alors, l'autre option, c'était de dire, en fait, finalement, on va avoir des systèmes qui vont pouvoir détecter quand le travailleur fait bouger sa souris, quand il utilise son clavier, etc. Et ça, en fait, ce sont des mécanismes de surveillance en fait, qui sont illégaux. Donc ça, il faut le savoir. Du coup, si je comprends bien, c'est comment on réglemente la partie surveillance pour le bien-être et la partie, un peu la face cachée de toutes ces installations oui, mais vous posez se retourner contre le... Vous posez la bonne question. C'est qu'effectivement, en fait, les technologies, voilà, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, très facilement, on peut changer un élément du système qui va faire que finalement la bonne intention qui était derrière le déploiement de la technologie va pouvoir finalement soit être changée pour une intention qu'en fait on n'aurait pas avouée avant le déploiement ou lors du déploiement, soit va être couplée avec une intention qui n'est pas avouable.
Et donc, on a finalement des systèmes qui ont une double face. Donc, à la fois, on peut les voir de manière extrêmement positive, et de l'autre côté, ce sont des systèmes qui ont une face obscure et qui peuvent conduire à certains abus. Pour lutter un petit peu contre cette face obscure, est-ce qu'un cadre juridique, une réglementation et aussi un contrôle sont des éléments de réponse? Oui, inévitablement. Je pense que, et ça c'est quand même quelque chose, une philosophie voilà, qu'on retrouve en tout cas sur le continent européen, c'est de dire finalement ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. Alors on pensait, quand on utilise cette phrase-là, on pense plutôt évidemment aux utilisations d'Internet, mais en fait c'est la même chose pour le déploiement des technologies qui nous accompagnent dans notre quotidien. En fait, ce qu'on n'autorisait pas, des mécanismes de surveillance du comportement individuel qui sont des atteintes à la vie privée aussi des travailleurs, n'étaient pas tolérés. Il n'y a pas de raison que tout d'un coup, parce que la technologie est là, on puisse aller vers ce type d'utilisation. Maintenant, donc ça implique effectivement que soit le cadre juridique, les lois qui sont aujourd'hui en vigueur, soient suffisamment, on va dire, flexibles et ouvertes dans leur interprétation pour qu'en fait, on n'ait pas besoin d'adopter de nouvelles législations. Simplement, en fait, le contexte changeant, la loi a cette faculté normalement de s'adapter, parce que quand le législateur adopte une loi, il n'imagine pas tous les cas possibles. Il imagine d'une certaine façon une enveloppe dans laquelle on va pouvoir mettre une multitude de cas. Donc on pourrait se dire, voilà, mais on pourrait se dire que c'est voilà, la situation dans laquelle on est. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est quand même de plus en plus confronté à des enjeux qui sont à ce point, on va dire, forts, ou même parfois différents de ce que l'on a connu, qu'en fait, parfois la nouvelle réglementation est inévitable pour protéger les individus et la société. On l'a vu aussi, il y a une accélération en fait de tous ces phénomènes, et notamment avec l'IA, on en parle beaucoup en ce moment. Selon vous, quels sont un petit peu les impacts sur notre société, et puis aussi les changements majeurs que vous avez identifiés? Alors, donc, je pense que le numérique, d'abord dans son ensemble, indépendamment des technologies IA et donc de ce champ que constitue l'IA. Le numérique dans son ensemble conduit à des changements, je pense, sociaux qu'on observe tous, en tout cas les plus âgés d'entre nous, qui avons connu le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Il y a un changement dans notre rapport à nous-mêmes et dans notre rapport aux autres. C'est très clair. Aujourd'hui, pour venir vous voir, j'ai oublié mon téléphone. Et effectivement, pour gagner, voilà, trouver l'endroit où a lieu ce tournage, voilà, finalement, j'ai demandé à quelqu'un de m'accompagner parce que finalement, je n'avais pas de carte avec moi et donc je ne savais pas comment m'orienter. Donc, on voit bien qu'on est complètement dépendant de cette technologie-là. Et souvent, beaucoup d'entre nous, quand ils n'ont pas leur téléphone dans la poche, ont l'impression d'avoir oublié quelque chose. Voilà. Et notre rapport aux autres change aussi avec la technologie, parce que simplement, aujourd'hui, de plus en plus souvent, on est de moins en moins dans l'interaction directe, telle qu'on l'a aujourd'hui, mais on a finalement un médium entre nous. Finalement, c'est... là, avant, vous voyez, quand vous vouliez téléphoner à votre ami ou à votre grand-mère, vous aviez votre téléphone voilà, qui était relié avec un fil qui passait dans le mur et qui après voilà, faisait tout un circuit pour sonner chez la personne que vous vouliez appeler. Aujourd'hui, en fait, c'est le téléphone, c'est les réseaux sociaux qui sont notre intermédiaire. Donc, en fait, il y a une forme on va dire de clôture de l'individu, dans un espace qui est délimité par ce qu'il a donné aussi comme données de lui-même à la technologie. Voilà, donc il y a une forme d'enfermement, je pense, culturel, social, qui se passe chez les individus. Et ça, je pense que c'est véritablement problématique. Alors,
peut-être moins pour les personnes qui ont connu le monde d'avant, mais qui est certainement problématique pour les personnes qui aujourd'hui naissent avec ces technologies ou qui ont été finalement socialisées très vite avec ces technologies parce qu'elles ont une forme d'enfermement du monde. On le voit très bien avec, par exemple, l'utilisation d'IA générative. Donc voilà, on peut penser à ChatGPT. Si vous posez une question à l'IA, la réponse qu'on vous donne, c'est une réponse qui est construite sur base des données qui ont nourri cette machine. Mais donc, du coup, finalement, votre part de créativité, elle va être impactée parce que on va vous cadrer finalement ce que vous devez penser ou ce vers quoi vous pourriez aller à l'avance. Et pas parce que vous-même, vous auriez peut-être suivi des chemins de réflexion, pris vraiment des chemins de traverse qui vous auraient emmené peut-être tout à fait ailleurs. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Et je pense qu'on commence à réaliser en fait le problème sociétal qu'on crée avec les technologies. Il suffit de penser qu'on a déployé largement le numérique, par exemple dans le domaine de l'enseignement, dans les écoles. Ça a été accéléré aussi avec le phénomène du Covid. Et aujourd'hui, en fait, les études, l'étude PISA de l'OCDE a vu par exemple qu'en fait, tous les États avaient leurs élèves en décrochement de manière importante en mathématiques au moment en fait, où on a introduit les écrans dans les écoles. Et donc, en fait, on voit bien que voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas en fait un outil qui est neutre. C'est un outil qui vraiment reconstruit notre environnement. Vous avez aussi, je crois que vous menez actuellement un sujet de recherche sur le potentiel de l'IA générative dans la gouvernance et l'administration publique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors effectivement, donc là, je travaille maintenant depuis 2019, j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'IA parce qu'en fait, on a commencé à avoir des textes politiques, enfin quand je dis politique, c'est pas des lois, mais en fait des directives, ce qu'on appelle des guidelines, etc., qui ont commencé à être produits sur le domaine de l'IA, notamment par l'Union européenne. Et donc, c'est une question qui a été mise vraiment à l'agenda politique à partir de 2019. Et en fait, ça correspond aussi au moment où les Américains ont commencé un petit peu à légiférer sur la question. Alors, dans ce cadre-là, il y a eu au niveau de l'Union européenne cette volonté de légiférer, donc texte qu'ils ont adopté au mois de mars, le 13 mars de cette année, sur l'IA. Et en fait, ce texte de l'Union européenne a donné lieu à un processus législatif qui a débuté en 2021, en avril 2021. C'est à ce moment-là que la Commission européenne, qui a finalement le pouvoir d'initiative, a rédigé un draft, donc une proposition, qui est la mise en discussion. Et en fait, la discussion, finalement, elle était importante, mais on va dire, elle ronronnait, elle suivait ses étapes de manière assez ordonnée. Et quand OpenAI a mis à disposition ChatGPT en novembre 2022, là, tout d'un coup, ça a été le coup de tonnerre, parce que, en fait, l'IA, jusque-là, a été quelque chose qui était très abstrait pour la grande majorité d'entre nous. Et tout d'un coup, c'était... Alors, on avait déjà plein d'IA autour de nous, les suggestions qu'on vous fait quand vous écoutez de la musique ou quand vous cherchez à visionner une série, c'est déjà parce qu'il y a une IA derrière. Mais étonnamment, en fait, les individus ne le percevaient pas comme ça, et tout d'un coup, ChatGPT, c'est devenu quelque chose de très, très concret. Et surtout, je pense que ce qui a probablement été l'élément déclencheur, c'est que les individus ont réalisé, les personnes ont réalisé que
ce qu'est l'IA génératif, c'est finalement cette chose qui est capable de créer quelque chose. Et ça, cet aspect créateur était, voilà, je pense, une expérience nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Et ça a amené finalement les discussions au sein de l'Union européenne, au sein des différentes instances qui participent à l'élaboration des textes, tout d'un coup à se dire, mais non d'une pipe, est-ce qu'on a finalement anticipé ce type de développement-là et est-ce qu'on a besoin de réglementation? Alors, ce questionnement-là, évidemment, en tant que chercheuse, évidemment, on l'a aussi. Et donc, c'est ce qui m'a amenée finalement à travailler sur cette question-là. Et effectivement, pour l'instant, je rédige un chapitre pour un livre sur la question de l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'administration publique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est quand on s'intéresse à la question des IA génératives dans le domaine de l'administration publique, c'est qu'on a aujourd'hui énormément de discours qui sont diffusés sur l'aspect évidemment révolutionnaire des IA génératives pour l'État, pour les services de l'État. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement qui produit ces discours, parce que ça en dit toujours assez long sur les intentions. En tout cas, ça permet de formuler des hypothèses sur les intentions poursuivies. Et ce sont finalement spécialement les cabinets de consulting qui évidemment voient un potentiel de transformation à l'intérieur des organisations. Et donc, s'il y a potentiel de transformation, il y a besoin de conseils, d'accompagnement, souvent des entreprises. Donc, du coup, ça devient un marché très, très intéressant. Donc, autant dire que allons-y tous pour ces IA génératives, parce qu'en fait, ça va créer du business. Et puis, il y a aussi cette idée que, et ça, c'est... donc, on a les sociétés de consulting, mais on a aussi des organisations internationales, donc l'OCDE, des organisations internationales à but non lucratif aussi qui véhiculent ce type d'engagement, finalement, qui sollicitent l'engagement à aller vers le déploiement des IA génératives dans le secteur public. Alors, ce qui s'annonce, c'est finalement un gain d'efficacité pour l'administration. Il faut quand même rappeler qu'en fait, quand on a un peu le mouvement fin des années 90, enfin le début des années 90, c'est le mouvement des ICT, et que finalement on se dit « Ah, mais tiens, ça peut être fantastique aussi pour les services de l'État ». On avait déjà cette idée qu'on allait gagner en efficacité dans les services de l'État parce qu'on allait réussir justement cette transformation numérique. Alors, certains États s'y sont plus engagés que d'autres. La Suisse n'a pas été dans le peloton de tête dans ce domaine-là, mais voilà, d'autres États, on pense à l'Estonie, qui ont été assez précurseurs dans ce domaine-là. La Belgique aussi a essayé d'être dans le pool des États qui ont déployé l'administration numérique. Est-ce qu'on a eu vraiment un changement en termes d'efficacité ? C'est difficile à dire. Alors oui, on a certainement eu des avantages. On a eu des gains de temps. On a vraiment une reconfiguration de certains types de métiers. Est-ce que l'IA générative va avoir le potentiel d'ajouter une couche finalement à cette administration numérique? C'est possible, mais en fait, ce qu'on voit probablement plus apparaître, c'est cette idée finalement que à terme, et en tout cas c'est ce que certains voudraient, c'est qu'on produit finalement des formes d'assistants virtuels. C'est ça que je voulais vous demander. Voilà. Quelles sont les applications imaginées en tout cas pour l'administration publique? Alors les applications pour l'instant, en fait on a finalement, moi je pense, 3 cas de figure. On a alors les applications très concrètement, ça va être des softwares qui vont vous permettre de classer, d'analyser des documents, voire vous faire des résumés. Voilà, typiquement. Ça peut être aussi des chatbots qui sont mis en place et qui permettent effectivement de répondre aux questions des citoyennes et des citoyens H24. Voilà.
Donc on va aller vers ce type de réponse-là. Mais on pourrait aller encore plus loin que ça. On pourrait avoir finalement des softwares qui aident à la rédaction, par exemple, des projets de loi, qui demain aident à la rédaction de décisions de justice. Voilà, ça, on pourrait, peut-être que ce sera ça l'environnement de l'administration numérique. Et ce qu'on voit apparaître aussi, c'est finalement, c'est aussi ce qui est intéressant de voir, c'est, je pense, la façon dont l'administration se positionne aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de l'administration suisse, mais en tout cas, si je regarde l'administration au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, c'est que finalement, on a soit cette idée qu'on va finalement acheter des softwares qui fonctionnent avec des IA génératives qu'on va implémenter à l'intérieur de notre organisation. Et alors là, alors soit on les achète, soit ils sont en libre accès, mais avec tous les risques de cybersécurité, de fuite de données que ça implique. Soit on les achète et alors dans le cadre du contrat, on peut fixer toute une série de guidelines pour, de règles qui vont éviter finalement les grands risques que l'on voit actuellement, donc qui sont effectivement fuite de données, et donc atteinte aux données personnelles, risque pour les données des entreprises. Et puis, troisième option que l'on voit, c'est finalement que l'administration elle-même développe ses propres IA génératives. Et ça, c'est probablement la solution qui est aujourd'hui la plus sécure pour l'administration, parce qu'elle va éviter la fuite de données. Mais évidemment, ça implique deux choses. C'est que, d'une part, l'administration ait les données d'entraînement qui lui permet, et les données qui vont lui permettre de tester aussi l'IA qu'elle développe, qu'elle ait également les ressources humaines, donc en fait tous les informaticiens, les data scientists qui vont être capables de faire ce travail-là. Alors des très grosses administrations, typiquement la Commission européenne, sont aujourd'hui en capacité de faire ça. Voilà, ça c'est sûr. Et elles le font. En Suisse, on peut quand même mentionner le tribunal fédéral qui est aussi, à son échelle, qui a une capacité aujourd'hui de développer ses propres solutions. Mais il faut avoir les ressources. Ressources humaines, ça implique aussi ressources financières. Donc il faut des moyens. Ressources techniques aussi. Et technologiques. Et technologiques. Vous parliez de l'Union européenne, c'est très intéressant. Finalement, comment elle aborde cette régulation de l'intelligence artificielle? Et vous m'aviez parlé, quand on s'était appelé il y a quelque temps, d'une certaine efficacité dans son approche expérimentale. Alors, si vous pouvez un petit peu développer ce concept d'approche expérimentale. Oui, alors l'approche expérimentale, ou on peut dire aussi l'approche par innovation, dans le domaine de la régulation, c'est cette idée finalement que on va tester ce qu'on veut mettre sur le marché. Alors c'est quelque chose en fait que le monde des computer scientists connaît bien, ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la tech connaissent bien. C'est cette logique finalement bac à sable, qu'on appelle aussi, en fait c'est Innovation Lab. On a différents termes qui sont utilisés pour désigner en fait ce type d'approche. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, quand on regarde un peu la façon dont on gouverne, la façon dont on légifère, on fixe des règles, c'est qu'on voit une évolution. On a historiquement pensé les lois comme quelque chose qui imposait des obligations, donnait des droits aux individus, fixait des procédures, mais quelque chose qui était très fort dans l'ordre. Quand vous lisiez une loi, vous saviez ce que vous deviez faire ou pas faire. Voilà, grosso modo. Bien sûr, il y a toujours des moments d'incertitude sur l'interprétation du texte, mais grosso modo, les individus comprenaient ce qui était attendu d'eux. Et effectivement, plus vous aviez des lois qui étaient de nature à porter atteinte à, par exemple, à votre liberté personnelle, on pense par exemple au code pénal, et plus la règle généralement est claire, parce qu'évidemment les individus doivent effectivement savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit.
Et puis, on a vu apparaître une deuxième vague dans la façon de légiférer, qui était cette approche fondée sur l'évaluation. Et cette approche fondée sur l'évaluation, pour l'illustrer, c'est par exemple dans le domaine de la protection des données, c'est le fait qu'on exige des entreprises de faire des analyses d'impact ou de déployer, quand elles déploient des systèmes, de s'assurer qu'elles soient privacy by design. Donc en fait, on demande finalement aux personnes de préalablement finalement à la mise sur le marché, de s'assurer qu'elles ont vérifié que toute une série d'exigences ont été respectées. C'est toute la logique de la conformité en fait, que l'on voit pour la mise sur le marché de voitures, d'ascenseurs, de jouets pour enfants, etc. Et ça, cette approche-là, c'est celle qu'on retrouve aussi dans le domaine de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle. Finalement, c'est une logique de mise sur le marché d'un produit. Et donc, en fonction du degré de dangerosité du produit, les normes seront de plus en plus exigeantes, de plus en plus complètes. Et moins le degré de dangerosité est établi, et finalement, plus simple sera la mise sur le marché. Et puis, on a une troisième tendance, un troisième moment, mais qui ne vient pas remplacer les deux précédents. C'est vraiment, on va dire, des couches qui s'ajoutent, et c'est cette logique de l'expérimentation. Et là, en fait, c'est de se dire, mais finalement, toute cette approche par l'évaluation, donc toute cette deuxième phase qu'on a eue, elle est aussi très difficile à mettre en place. Elle est très coûteuse aussi pour les entreprises, et donc elle peut être un frein à l'innovation. Et donc, comme on veut, en fait, il y a quand même une conviction que la technologie et l'IA peuvent être déployées pour le bien, et notamment pour le bien public. En fait, il faut éviter qu'on se prive en fait, d'une potentialité de développement. Et donc, c'est de là où est venue cette idée de dire finalement, plutôt que de dire simplement, en fait, vous devez avoir votre checklist et tout remplir avant de pouvoir mettre sur le marché votre produit, c'est de dire, en fait, faisons une expérimentation. Alors, cette expérimentation ne signifie pas que n'importe qui peut n'importe quand sur n'importe quoi tester et se dire, voilà, c'est bon, j'ai testé, c'est conforme, je peux y aller. Non, cette expérimentation, elle doit se passer en fait dans un cadre de contrôle, une forme de laboratoire. Et ça, l'Union européenne l'a prévu dans son règlement en prévoyant qu'il y aura une possibilité, effectivement, avec les autorités de contrôle national et avec l'Agence européenne sur l'intelligence artificielle, en fait, de tester des solutions d'IA qui présenteraient un risque pour voir si, en fait, finalement, est-ce que ce risque est vraiment établi ou pas. Alors, ça a un avantage pour les entreprises qui, du coup, vont pouvoir, en fait, quand même continuer à innover en se disant, finalement, ça me permet de savoir si je dois faire certaines adaptations à mon produit ou au contraire, finalement, il est tout bon et donc, du coup, en fait, j'aurai finalement une possibilité de certification pour la mise sur le marché qui sera plus rapide ou plus efficace. Et puis de l'autre côté, pour les autorités, ça leur permet de savoir finalement quel est le développement ou l'état de développement technologique qui est actuellement en cours dans les entreprises. Donc finalement, il y a une idée de win-win pour chaque partie. Et alors, ce qui est espéré aussi, mais là qui est à mon avis pour l'instant plus hypothétique, c'est que potentiellement ça permettrait aussi aux régulateurs, donc imaginons une agence par exemple en charge de l'IA, de pouvoir proposer des adaptations de la législation si en fait on se rend compte qu'il y a vraiment des bugs. C'est-à-dire que, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le législateur, quand il adopte sa loi, il n'a pas une boule de cristal dans laquelle il a pu imaginer tous les cas d'application de sa loi. Il essaye de les anticiper, mais il y a toujours des choses qui nous échappent.
Et donc à ce moment-là, se dire, tiens, finalement, cette question de l'expérimentation permet de voir des trucs, par exemple, se dire, tiens, en fait, non, finalement, on a des technologies peut-être qui sont beaucoup plus dangereuses que ce que l'on pensait, et donc peut-être qu'il faut durcir la réglementation, ou au contraire, finalement, on pensait qu'il y avait un risque élevé, et finalement, peut-être que ce risque, parce que la technologie a évolué, on a des mécanismes aujourd'hui qui permettent d'éviter qu'il y ait un risque pour les individus, et donc finalement, il y a peut-être un besoin d'adaptation à l'heure de la réglementation. Alors je sais qu'on n'arrive pas justement à savoir ce qui va se passer précisément, c'est pour ça qu'il y a une certaine souplesse dans ce que vous expliquez. Est-ce que tout de même il y a un point de vigilance ou un grand risque par exemple l'Union européenne aurait identifié sur l'exploitation de l'IA au sein des entreprises? Donc le règlement sur l'intelligence artificielle identifie, vous pouvez identifier 4 catégories de systèmes d'IA. Il y a les systèmes d'IA qui sont interdits parce qu'en fait, ils présentent un danger pour les individus, pour la société qui est tellement élevé qu'en fait, on n'en veut pas. On n'en veut pas sur le territoire de l'Union européenne, mais pas seulement sur le territoire de l'Union européenne, on n'en veut pas aussi dans la part des entreprises européennes qui développeraient ces produits. Donc voilà, donc ça c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les IA à haut risque. Et là, effectivement, il y a toute une série de situations qui ont été identifiées par l'Union européenne où finalement les développeurs et déployeurs d'IA vont devoir se conformer à toute une série de prescriptions pour pouvoir mettre sur leur marché leur IA ou pour même la mettre en service. Et puis, on a des IA qui sont qualifiées comme à faible risque. Et celles-là, elles ont finalement, de manière générale, une obligation de transparence à assurer. Grosso modo, elles doivent assurer une documentation qui est à disposition lors du développement et du déploiement, afin que si jamais il y a un problème, on puisse en fait remonter dans la façon dont le système a été construit et entraîné. Et puis, il y a tous les autres cas qui ne sont pas vus comme des IA problématiques. Alors, dans la deuxième catégorie, les IA à haut risque, il y a effectivement comme point de vigilance l'utilisation de systèmes d'IA à des fins de recrutement ou de promotion des employés. Et ces systèmes-là attirent véritablement fortement l'attention des autorités européennes parce qu'on sait que dans leur fonctionnement, en fait, les systèmes d'IA sont des systèmes qui vont discriminer les individus. C'est-à-dire que par le phénomène par exemple, de classification qu'on fait des gens, on va faire que certains individus vont se trouver dans des situations moins favorables que d'autres individus, sans pour autant qu'on sache toujours expliquer même pourquoi certaines personnes sont catégorisées d'une façon ou d'une autre. Parce qu'en fait, ça va être basé sur les données qui auraient été utilisées pour l'entraînement de la machine. Alors ça, c'est vraiment, on va dire, un des grands points de vigilance de l'Union européenne et je pense que aussi les syndicats sont très, très attentifs à ce type de déploiement et d'utilisation. Quelle est un petit peu la différence au niveau de l'approche américaine sur ces réglementations au niveau de l'IA? J'imagine qu'il y a des discussions intenses avec eux. Oui, alors de manière générale, donc, on a un phénomène global d'intérêt finalement des autorités politiques, que ce soit les États ou les organisations internationales à l'égard de la question de l'IA. On a une réglementation maintenant au niveau de l'Union européenne, qui est donc une réglementation qui est construite sur cette logique de la mise sur le marché de produits avec le niveau de risque, et qui est donc ce qu'on appelle une réglementation transversale. C'est-à-dire que ce n'est pas une réglementation qui est prévue, par exemple, pour le secteur de la santé ou pour le secteur de la mobilité. Elle vaut pour tout type en fait, d'utilisation. Les Américains en fait, n'ont pas pour l'instant de réglementation
de la même nature que celle de l'Union européenne. On a toutefois des choses qui ont été mises en place. Donc on a eu une première législation en 2019 qui a défini la notion d'IA, mais c'était juste ça. De 2021-2022, on a eu des lois qui ont été prises sur le soutien et le développement de l'IA, et notamment dans le secteur public. Et puis finalement, en 2023, le président Biden a pris une ordonnance sur l'utilisation de l'IA dans les services fédéraux et qui a été suivi, parfois même anticipé au niveau des États américains. Donc certains États comme le New Jersey, la Californie ont également pris des réglementations, mais toujours en fait pour les services de l'État. Donc en fait, on a laissé dehors le secteur privé. Et ça, c'est vraiment, on va dire, un point de différence entre l'Union européenne et les États-Unis. Maintenant, cette logique américaine, en fait, elle n'apporte quand même pas une complète satisfaction. On le voit par exemple avec la question des réseaux sociaux, où finalement, on a, aux États-Unis, on a fait le choix dans les années 90 de considérer par exemple que les réseaux sociaux n'étaient pas responsables du contenu qui était publié par le biais de leur infrastructure. Et en fait, depuis lors, il faut constater qu'on a une déferlante quand même de discours de haine et de propagande raciste, xénophobe et tout ce qui s'ensuit. Et que, en fait, on est vraiment, le Congrès américain, qui est en plus très polarisé depuis maintenant quelques années, a énormément de mal à trouver un consensus pour régler ce problème-là. Voilà. Donc on va dire qu'aux États-Unis, il y a une conscience quand même aujourd'hui que la technologie, oui, bien sûr, elle soutient l'économie et c'est fantastique, mais en même temps, il y a ce côté side effect, dark side. On se dit, oui, mais en fait, il faudrait quand même réussir à faire quelque chose. Le problème, c'est qu'une fois que le génie est sorti de sa lampe, c'est très, très, très compliqué d'essayer de le remettre. Voilà. Alors, les Européens ont fait un autre choix. Donc, les Américains ont plutôt cette logique d'une approche de la réglementation fondée sur le libre marché, et qui, évidemment, a soutenu aussi toute une industrie. Du côté de l'Union européenne, c'est un engagement qui était vraiment exprimé, je pense, de manière très explicite dès 2019, lorsque Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, a pris la direction de la Commission, de dire en fait, on veut une évolution vers le numérique qui soit centrée sur l'humain et notamment qui tienne compte des droits humains, de la démocratie, de l'état de droit. Donc on va dire que l'approche européenne aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, oui, on accueille le numérique, on accueille cette transformation numérique, mais en même temps, elle ne doit pas se faire au détriment des grands principes finalement qui caractérisent nos démocraties libérales. La Suisse, dans tout ça, quelle est un petit peu sa position et est-ce qu'on peut donner un peu d'informations aux PME qui nous regardent? Oui, alors la Suisse dans tout ça. Alors, la Suisse dans tout ça, elle est dans une position toujours un peu d'observatrice, dans le sens où évidemment elle a un tissu qui est économique qui est bien présent et tout à fait remarquable. Donc, du coup, elle n'a pas trop intérêt non plus à couper les ailes à cet environnement-là. En même temps, elle a on va dire, elle a aussi l'avantage de sa situation géographique. On connaît tous la carte du continent européen et on sait tous où on se situe, ici en Suisse, c'est-à-dire quand même au cœur du continent européen. Et force est de constater que l'Union européenne, donc depuis maintenant quelques décennies, s'est vraiment lancée dans cette idée finalement de réglementer l'environnement numérique. Et enfin, il y a toute une série de textes législatifs dont finalement certains ont eu ce qu'on appelle un effet extraterritorial. C'est-à-dire que, l'exemple qui est assez emblématique, c'est le RGPD, le Règlement sur la protection des données,
où finalement, à travers finalement le dispositif de l'Union européenne a dit, mais ok, on protège les individus qui sont sur le territoire, mais ça veut dire aussi protéger ces personnes-là, ça veut dire aussi les protéger quand finalement leurs données sont traitées par des entreprises qui sont établies en dehors de Suisse, mais qui viennent offrir leurs services et leurs produits, pas en dehors de Suisse, en dehors de l'Union européenne, et qui viennent offrir leurs services et produits dans l'Union européenne. Donc c'est ça en fait l'effet d'extraterritorialité. Et avec le règlement sur l'intelligence artificielle, c'est la même logique. Mais en fait, ce qu'on peut observer, on l'a vu par exemple dans une étude qu'on a faite avec un de mes assistants, Mathieu Fazel, c'est que finalement, les fournisseurs de produits ou de services qui sont établis en dehors de l'Union européenne, et spécialement de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, finalement, eux, ils voient le marché européen dans son ensemble. Ils ne se disent pas 27 États membres, tiens, et au milieu, il y a un qui n'est pas dans le groupe, là, dans le club, c'est la Suisse. Donc finalement, quand ils adaptent finalement leurs produits et leurs services pour les rendre conformes aux réglementations européennes, finalement, ils ne font pas de distinction selon que leur produit ou leur service va être finalement consommé par vous et moi ici en Suisse romande ou par la personne qui est à Lyon ou à Divonne. Voilà. Donc on a finalement bénéficié de ce que j'appelle l'effet parapluie. C'est-à-dire qu'on a cet avantage-là. On a quand même un petit désavantage en Suisse, c'est que l'Union européenne non seulement protège, mais met en place également des mécanismes de surveillance et de protection pour les individus qu'ils peuvent activer. Évidemment, nous, ces mécanismes de surveillance-là et de protection, on ne les a pas. Donc, vous voyez, on est finalement à moitié protégé. On a une protection générale, mais si on a un problème, parce qu'effectivement, une entreprise n'aurait pas respecté les règles, en fait, on n'a pas vraiment l'autorité vers laquelle on peut aller s'adresser comme le citoyen ou la citoyenne ou le citoyen européen. Voilà, ça, c'est un peu la différence. Alors, sur la question de l'intelligence artificielle maintenant, il faut dire deux choses. La première, c'est que le Conseil fédéral a chargé son administration d'investiguer finalement le cadre juridique et de voir quels sont les besoins. Donc l'idée même d'une réglementation, finalement, est mise à l'agenda. Et d'autre part, la question de l'intelligence artificielle va constituer également un point important, certainement, dans le programme de législature qui est en cours de débat pour l'instant au sein de l'Assemblée fédérale et qui va donc orienter, on va dire, l'activité politique pour la période 2023. On est un petit peu en retard à 2027, donc ça va probablement avoir une répercussion jusqu'à 2028. Donc je pense qu'on va voir des choses bouger. Dans quel sens? Est-ce que ça va être pour de la réglementation? Quel type de réglementation? Ça, on est encore trop tôt pour le dire. Le digital, c'est aussi particulier parce qu'il n'y a presque pas de frontières. Donc on régule aussi les PME, on va dire, utilisent des outils qui viennent par exemple des États-Unis. Finalement, on régule aussi ces outils-là. Comment on fait pour avoir une certaine vérification ou en tout cas maintien du contrôle? Alors, pour l'instant, en fait, on est vraiment dans des logiques de conformité. Donc, c'est beaucoup cette logique de compliance où finalement, on est assez, peut-être un petit peu choqué en disant ça, mais on est un petit peu laxiste avec les fournisseurs des technologies, dans le sens où soit il y a des codes de conduite qui sont développés à l'intérieur des secteurs de l'industrie, et en fait les membres s'entendent pour se conformer, et parfois ils ont des mécanismes de surveillance interne, mais finalement l'État reste un petit peu au balcon de ces approches-là. Soit l'État accompagne et incite un secteur à développer sa réglementation, donc c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de co-régulation. Donc, par exemple, c'était ce qui avait été initié avec le Digital Services Act de l'Union européenne, où on a dit aux entreprises des réseaux sociaux, tiens, finalement, ce serait bien quand même que vous fassiez un code de conduite. Et puis après, on leur a dit, finalement, votre code de conduite ne fonctionne quand même pas super bien. Donc, en fait, on va
on va vous fournir aussi tout le soutien administratif, etc., pour que vous réussissiez, vous travaillez. Donc, on a fait ça, puis on ne fonctionne toujours pas super bien. Et donc, du coup, on a dit, non, ben, finalement, on va quand même légiférer. Mais finalement, la législation reprend quand même en fait, les idées qui ont été développées par l'industrie. Voilà. Donc, on est un peu dans cette logique-là aujourd'hui dans le domaine de, on va dire, du contrôle. C'est-à-dire qu'on voit bien que le numérique, c'est quelque chose, c'est une lame de fond. C'est quelque chose qui vient et qui s'infiltre partout dans la société. C'est comme dans le monde analogique. On n'arrive pas à mettre un policier, heureusement, derrière chaque citoyen. Sinon, nous serions dans une dictature. Eh bien, c'est la même chose pour le numérique. On n'arrive pas à avoir une autorité de surveillance pour chaque usage. Par contre, on peut quand même, je pense, avoir des autorités de surveillance qui doivent exister et surtout qui doivent avoir les moyens quand même de leur fonction. Et là, je pense, dans le cas de la Suisse, on est un peu, je pense, je ne vais pas dire naïf, parce que je pense que c'est un choix politique, mais on part un peu trop du principe que finalement, le marché va s'auto-réguler, il va s'auto-équilibrer, c'est la logique du libre marché, il va se compenser. Je pense qu'on a besoin quand même parfois d'une béquille étatique. Peut-être sur une note d'encouragement de l'innovation pour les PME, c'est vrai que parfois ce cadre réglementaire, ça peut un petit peu faire peur ou freiner. Comment on encourage l'innovation tout en respectant justement les droits individuels et puis en ayant bien en tête aussi les enjeux du potentiel de l'IA et de ce que ça pourrait devenir si on ne fait pas attention? Oui. Alors effectivement, c'est toute la question finalement de l'accès à l'information. Alors moi, je pense que pour les PME, elles auront finalement deux chemins possibles. C'est d'une part de s'adresser aux autorités qui sont là aussi pour finalement voilà, mettre en place des programmes et diffuser de l'information et répondre aux questions. Et puis aussi, en fait, travailler peut-être avec les universités. Je pense qu'il y a énormément de connaissances et de compétences dans le domaine universitaire qui pourraient aussi aider les PME. Donc je pense que voilà, c'est peut-être les deux instances avec lesquelles le partage peut se faire. Et puis je pense que, alors c'est peut-être une situation plus délicate, peut-être moins naturelle, mais je pense aussi que dans certains cas de développement, c'est peut-être pas inutile aussi d'aller voir les acteurs de la société civile, parce que ce sont des personnes qui sont généralement très très bien informées et qui peuvent, voilà, qui ont aussi des expériences très diversifiées et aussi au niveau international, qui ont accès à beaucoup d'informations. Ça peut être aussi une piste. Oui, absolument. Est-ce que vous auriez 2 recommandations pour nous, que ce soit livres, reportages, chaîne YouTube ou podcast, à partager sur la chaîne? Alors, les podcasts, moi je suis une grande adepte du podcast de Tech Policy Press, où je pense qu'on a une très bonne... voilà, c'est vraiment toujours des podcasts de très grande qualité sur des sujets d'actualité, donc ça permet d'assurer une forme de veille finalement de toute une série de questions liées au numérique. Au niveau des livres, je recommanderais le dernier bouquin d'Anu Bradford, Digital Empires, justement, où elle a étudié, une chercheuse de Columbia University qui a étudié sur base de toute une série de documents et d'entretiens qu'il a fait, finalement, les modèles régulatoires qui sont aujourd'hui développés sur le continent américain, enfin plutôt les États-Unis, du côté de la Chine et de l'Union européenne. Je pense que ça, c'est très intéressant. Voilà. Et puis sinon, je pense quand même, en recherche d'informations, l'Union européenne met aujourd'hui beaucoup de moyens à disposition pour justement vulgariser
la présentation du règlement européen et ils vont également déployer beaucoup d'outils pour les PME pour les aider finalement à identifier quels sont les systèmes d'IA problématiques. Donc ça, il y a un site dédié à l'AI Act, comme on dit, qui est disponible en plus dans plein de langues de la part de l'Union européenne et qui est mis à jour régulièrement. On mettra tout ça dans la description YouTube, merci infiniment. Et enfin, est-ce que vous auriez une personne que vous nous recommanderiez d'inviter à votre place aujourd'hui? J'en ai plein. Il y a plein de personnes super intéressantes à inviter. Je pense quelqu'une qui est certainement intéressante, c'est, je pense à Mélanie Lévy, qui est professeure de droit de la santé à l'Université de Neuchâtel. Je pense aussi à Estelle Panetier de Algorithm Watch, peut-être quelqu'un de la société civile, qui est aussi quelqu'un de très très intéressant à écouter. Et puis peut-être sur la question finalement de l'impact social de la technologie, je pense peut-être à Olivier Glacé, je ne sais pas si vous l'avez déjà qui est sur... non, pas encore. Voilà. C'est l'occasion, merci infiniment. Tout de bon pour la suite et puis on se réjouit de voir les avancées sur les réglementations. Merci encore de votre invitation.